Bienvenue sur ce nouveau format de cours post-Covid pour essayer un petit peu de faire les choses autrement. Donc c'est une petite séance que je propose sur le Singapour. Je ne peux pas savoir à peu près combien de temps ça va durer, peut-être 30 minutes, 45 minutes. Donc l'idée est de proposer une étude de cas centrée sur Singapour, mais montrant aussi que voir étudier Singapour a beaucoup d'intérêt. Donc le titre de ma séance, Singapour, la cité-État ambitieuse, est lié à un géographe québécois qui travaille depuis assez longtemps sur cette question-là, avec un ouvrage dont vous avez la couverture qui a été édité en 2003. Mais j'ai lu évidemment aussi beaucoup d'articles de lui, beaucoup plus récents. Alors justement, l'intérêt en guise un petit peu d'introduction, l'intérêt de cette étude de cas et le choix que je fais de me centrer sur Singapour est lié évidemment au fait qu'on peut avoir beaucoup de sujets sur l'Asie, peut-être dans les années futures sur l'Asie du Sud-Est, peut-être la mer de Chine aussi, donc dans le cadre aussi de la géoéconomie, de la géopolitique de toutes les puissances de la région, Japon, Chine, Inde, donc sujet centré peut-être sur la mer de Chine. Le concept de Indo-Pacifique dont on n'a pas trop parlé encore mais qui va être au cœur de notre réflexion bientôt. Et puis aussi ce qui est intéressant dans Singapour, c'est de le voir comme exemple sur un sujet mondial concernant sur la mer, la mondialisation, la maritimisation de l'économie. Singapour, c'est aussi un modèle, ce sera une de nos conclusions, modèle de développement qui pose la question aussi d'un développement durable. Est-ce qu'un pays qui connaît une croissance aussi élevée que Singapour, on va le voir les chiffres, est-ce que c'est compatible avec une croissance durable? Autre élément du modèle, la question de la démocratie. On va voir que Singapour est une démocratie mais imparfaite. Autre sujet aussi, bien sûr, la particularité de Singapour, c'est d'avoir un État fort, comme on l'a parfois dans certains États asiatiques, avec des firmes dynamiques, mais aussi d'autres sujets possibles. C'est une destination touristique, donc c'est aussi un État qui a des difficultés de s'approvisionner en eau. Donc voilà toutes les raisons qui peuvent vous intéresser, pour moi, d'essayer de vous amener à argumenter dans une copie sur tout un tas de sujets possibles. Pour continuer un petit peu l'introduction, c'est vrai c'est un État qui a un demi-siècle. L'indépendance date, vous voyez, du 9 août 1965. Auparavant, l'État appartenait à une fédération malaise qui était issue d'une colonisation britannique. Et ces dernières années, Singapour l'État fait parler de lui parce qu'il est très très bien placé dans le classement que vous connaissez, le classement Doing Business développé par la Banque mondiale. Et je viens de vérifier tout à l'heure, donc en 2020, Singapour est toujours deuxième. Là, vous aviez le classement 2015-2018 où Singapour était en tête, mais quoi qu'il en soit, c'est un État qui est extrêmement bien classé en termes de climat des affaires. Ce qui illustre cela, c'est que c'est un pays effectivement qu'on appelle NPIA, vous le savez, nouveau pays industrialisé asiatique, qui connaît une croissance depuis finalement 40 ans autour de 5%, et croissance qui ne baisse pas, puisque vous voyez que pour le Japon, les choses ont bien changé, que l'époque où le Japon était à plus de 8%, dans certaines années 10%, dans les années 50, tout ça est fini pour le Japon, qui lui est touché par ce qu'on appelle une stagnation séculaire, dont on reparlera, et alors que Singapour, c'est une croissance qui se maintient. Donc on va étudier cette particularité-là. Donc ces dernières années, on a 3% par an, mais compte tenu du niveau de vie, 100 000 $ par habitant à parité de pouvoir d'achat, donc c'est le record avec Luxembourg, donc 100 000 $ de parité par an, c'est donc quelque chose de colossal. Du coup, c'est un État qui effectivement a beaucoup progressé. Ce n'était pas du tout le cas. Vous vous rappelez ce qu'on a dit par rapport au comparatif Afrique-Asie. Il y a une quarantaine d'années, les organisations internationales étaient plutôt pessimistes sur la situation de la pauvreté et de l'économie de beaucoup de pays d'Asie. Donc, lorsque l'État devient indépendant, le niveau de vie est comparable à celui du Ghana. Aujourd'hui, c'est 13 fois plus. Par rapport à nous, la France, vous le voyez aussi, il y a eu un écart conséquent. Et du coup, mécaniquement, c'est un pays qui attire de la main-d'œuvre. Et entre l'indépendance et aujourd'hui, la population a triplé. Donc c'est un pays très attractif.
D'où l'idée que ce soit un modèle. Je rappelle aussi, pour relier à tous les cours que nous avons fait depuis le début de l'année, Paul Kagame fait référence fréquemment à Singapour. Il considère que c'est un modèle. Je reprends aussi ici une capture d'écran de Jacques Attali, économiste connu qui a été longtemps conseiller politique de François Mitterrand. C'est un vrai modèle. Et donc on va voir dans cette séance que c'est un modèle à la fois économique et politique. Ce modèle, il y a deux atouts. Il y en a évidemment d'autres qu'on va traiter tout à l'heure, mais évidemment que Singapour va profiter de l'ouverture du canal de Suez au XIXe siècle, ce qui explique le choix des Britanniques de s'installer dans cette région. Et puis aussi, c'est une région peuplée de Chinois, liée d'ailleurs à des importations de main-d'œuvre des Britanniques au XIXe siècle aussi. Donc pour la séance sur ce cours-là, on va voir ça en 6 points. Je vais vous résumer quelques éléments de l'histoire de Singapour, voir qu'une fois au pouvoir, une fois que Lee Kuan Yew va être au règne du pays en tant que Premier ministre, il va vouloir transformer le pays. C'est vraiment un exemple d'un État autoritaire. Le transformer aussi avec un choix d'une économie mondialisée, donc c'est ce que Rodolphe de Conen appelle une mondialisation absolue. Mais sans négliger le fait que Singapour ne peut pas, au niveau de l'eau, de l'alimentation, négliger l'ancrage régional. On est en Asie du Sud-Est. On verra aussi, pour finir, la politique étrangère et, en guise presque de conclusion, le fait qu'effectivement c'est un modèle, mais on verra que c'est un modèle effectivement particulier, typiquement asiatique. Donc on va commencer sur un petit peu l'histoire de Singapour jusqu'à l'indépendance. Historiquement, on est à l'époque des comptoirs, lorsque les Portugais, les Hollandais s'installent à partir du XVIe et XVIIe siècle. On a ces deux pays qui s'installent dans la région. Alors en particulier, le détroit de Malacca va être choisi par les Portugais pour implanter plusieurs ports. Et pendant très longtemps, c'est Malacca qui va être le premier port de la région, qui sera un port portugais, ensuite néerlandais. Donc clairement, l'histoire de Singapour, c'est d'abord l'histoire d'une région qui est bien située au niveau portuaire et dont l'essor va vraiment exploser au moment de l'ouverture du canal de Suez. Mais avant l'ouverture du canal de Suez, Singapour va être choisi par un des dirigeants de la Compagnie des Indes britanniques, qui s'appelle Raffles. Alors vous avez son nom donc ici, Stanford Raffles avec 2 F, qui choisit une presqu'île située donc dans l'extrémité de la Malaisie, avec un sultan qui en fait vend cette presqu'île donc à la Compagnie des Indes, et le Stanford Raffles va en faire un comptoir britannique. Donc il va diriger Singapour, développer un port au nom de la Compagnie des Indes. Ensuite, l'État britannique prendra le contrôle de la région, et donc Singapour restera une colonie britannique jusqu'en 1963, date de l'indépendance de la Malaisie. Et donc à cette époque-là, Singapour appartient à une fédération malaise, puisque la Malaisie est un État pluri-insulaire, avec 2 parties d'îles différentes. Mais en 1965, la fédération explose. Précisément, la Malaisie a un projet plutôt de voie auto-centrée, et ce n'est pas le choix que souhaite faire Lee Kuan Yew, dont je vais vous donner l'orthographe tout à l'heure, qui lui veut faire le choix plutôt d'une économie extravertie. S'ajoute à ce désaccord de fond un désaccord aussi qu'on peut qualifier de démographique, ethnique, puisque la Malaisie est à majorité peuplée de Malais, et que de par l'essor du port à l'époque britannique, les Britanniques ont fait appel à la main-d'œuvre chinoise, indienne, mais de fait, la majorité de la population de Singapour, ce sont des Chinois. Encore aujourd'hui, on est à peu près 75%. Et donc le choix que veut faire Lee Kuan Yew, c'est plutôt de développer l'activité d'extraversion autour du port, évidemment. Et finalement, c'est la fédération malaise qui expulse de la fédération
l'État fédéré qu'est Singapour. Donc c'est un cas assez rare. À ma connaissance, peut-être qu'il y a un cas qui est un peu comparable. Vous savez, la Tchécoslovaquie, c'est la volonté des Tchèques qui ont évincé de cet État-là les Slovaques, hein, les Tchèques qui ne souhaitaient pas, qui souhaitaient se séparer des Slovaques. Donc il y a quelques cas comme ça de séparation des. Donc voilà en quelques mots l'histoire du pays. Deuxième point, une fois arrivé au pouvoir, Lee Kuan Yew va transformer la société et le territoire. Alors peut-être que je m'aperçois que j'aurais peut-être dû vous écrire effectivement Lee Kuan Yew. Bon, je l'appelle de manière orale, donc Lee Kuan Yew. Bon, j'en ai déjà parlé en classe, mais donc Lee L2E K-U-A-N Y-E-W. Il est à la tête depuis 1959, avant même l'indépendance, hein, donc c'est la tradition britannique de donner la responsabilité aux cadres locaux, d'un micro-État qui à l'époque fait selon les statistiques qu'on peut trouver, entre 500 et 600 km², donc c'est un micro-État portuaire, puisque ce qui intéressait les Britanniques c'était de développer l'activité portuaire. Vous avez ici une photographie qui illustre un petit peu le passé de Singapour, puisque vous avez en bas de la photographie le centre historique avec des bâtiments typiques coloniaux de couleur blanche qui représentent bien l'époque coloniale britannique. Puis ensuite, à partir des années 50, 60, 70, l'essor du quartier d'affaires avec des entreprises comme Singtel dont on va parler. Et puis, au fond, évidemment, l'activité clé qui sont les navires que l'on voit et quelques grues peut-être, en tout cas on a des navires qui représentent bien la troisième présence dans cette photographie-là du port. C'est donc bien une ville, un micro-État portuaire avec des densités très élevées. Aujourd'hui, donc, si j'ai fait mon calcul tout à l'heure, on est à 8000 habitants par km², donc c'est une des densités au monde les plus élevées. Ça se voit à travers les gratte-ciel. C'est la troisième concentration mondiale de gratte-ciel, derrière Hong Kong et New York. Le chiffre que vous avez ici vous montre le nombre d'immeubles qui ont plus de 100 mètres de hauteur. Donc on avait, c'est un atlas qui date de 2013, hein, mais on avait déjà 4400 immeubles de plus de 100 mètres de hauteur. Donc seul New York fait beaucoup mieux avec 40 000 et ainsi que Hong Kong autour de 20 000. Donc une ville très densément peuplée, un petit État. Avec un État volontariste. Donc impulsé par Lee Kuan Yew, Premier ministre pendant une trentaine d'années. C'est quelqu'un qui est très inquiet, qui n'avait pas prévu la séparation avec la Malaisie, et qui est inquiet et veut tout faire pour protéger son pays. À ce moment-là, les Britanniques ont maintenu leur base. Vous avez ici, qui est à l'est du pays, base britannique qui va déménager qui va être supprimée en 1971. Donc la sécurité est un point important pour Lee Kuan Yew. Sécurité et autosuffisance. En eau, en alimentation, la presqu'île n'est pas autosuffisante. Une grosse partie encore aujourd'hui de l'eau consommée par les Singapouriens vient de la Malaisie, via des canaux qui ont été développés. Donc à partir de là, le choix que va faire Lee Kuan Yew, c'est de développer des agences d'État. Il n'y a pas d'entreprise nationalisée, mais simplement l'État va financer des activités, va orienter l'économie avec une planification, avec des fonds souverains dont on va parler. Et un des organismes qu'on peut connaître pour argumenter dans une copie sur l'État, par exemple, vous avez donc l'URA, l'Urban Redevelopment Authority, qui est une agence de l'État qui va orienter l'essor territorial de Singapour, et en particulier avec donc un plan d'aménagement urbain, la préservation de réserves en eau, la préservation de parcs naturels qui sont nombreux, la création de réservoirs. On a 17 gros réservoirs, donc c'est un contrôle de la nature. On considère qu'on a à Singapour un des premiers parcs biologiques tropicaux qui va être vecteur de tourisme aujourd'hui, mais qui correspond aussi à une volonté de préserver la biodiversité, on va en parler.
Donc la question de l'eau est importante parce qu'effectivement, cette dépendance est un souci pour la population et pour les dirigeants. Et donc il y a une vraie politique. Là aussi, on peut, sur l'altermodalisme, évoquer Singapour, parce que c'est un pays qui, depuis très longtemps, a fait des efforts de recyclage, de récupération d'eau. Donc c'est les 3 R, réduction de la consommation, faire des économies, pour inciter les gens à faire attention à ce qu'ils consomment, recycler l'eau. Et donc par exemple, développer des silos d'eau pour récupérer, et ensuite purifier l'eau et la mettre en bouteille pour la consommation. Donc c'est la marque Newater que vous avez ici dans la photographie qui montre bien cette volonté de faire attention à l'eau et de être le plus possible indépendant. Au niveau géographique et territorial, l'État a une politique de redistribution de la population. Au début de l'indépendance, en 1957, là c'est une carte extraite du livre de Rodolphe de Conin, vous avez une population qui est quasiment, exclusivement, qui habite près du port, puisque ce sont les manœuvres du port, qui sont le port qui est le premier employeur à l'époque, ce sont des centaines de milliers d'emplois, beaucoup d'Indiens, de Chinois, ce qu'on appelle les coulisses à l'époque, où le transport maritime était manuel. Donc on a une population très concentrée, et vous voyez qu'aujourd'hui, en tout cas en 2000, on a eu une répartition beaucoup plus équitable. Et donc c'est l'État qui va, via le Housing Development Board, donc un organisme de développement immobilier, va inciter les gens à se déplacer, des incitations fiscales en créant de nouveaux appartements, avec un système original d'épargne obligatoire, pour permettre à ceux qui le souhaitent d'être propriétaires. Et en fait, tous les bâtiments qui seront financés au niveau immobilier par le HDB vont permettre à des proportions très élevées des Singapouriens d'être propriétaires, par une épargne forcée. On est bien dans une logique d'un État autoritaire. Avec aussi un côté bien-être, avec beaucoup de cités jardins, et aussi dans un pays qui comporte beaucoup de communautés différentes. Il y a beaucoup de Malais, d'Indiens, de Chinois, de Sri Lankais, avec des quartiers avec forte mixité sociale. Rodolphe de Conin résume tout ça en qualifiant ça de révolution du territoire. Donc cette expression, elle montre bien un point qu'on va maintenant aborder, qui est le manque de territoire, et qui va amener Singapour à être un des principaux pays au monde à poldériser. Un polder, c'est une terre gagnée sur la mer, donc on pompe certaines zones, on va chercher du sable ailleurs, et donc on colmate, et on va passer à peu près entre 500 et 600 km² à aujourd'hui plus de 700 km² de superficie, autrement dit plus de 100 km² de gagné. Donc c'est aux alentours de 1/6 de territoire ou 1/7 du territoire, en fait, ça dépend, les chiffres sont variables qu'on peut trouver, mais il y a un vrai gain territoriaux. Un exemple concret précis, en relation avec des choses qu'on a pu voir en première année l'année dernière, ces polders sont, au niveau de l'activité économique, sont privilégiés comme étant des zones franches. Alors, en particulier, la zone du Jurong, J-U-R-O-N-G, créée en 1969, est une des premières zones franches du monde, qui va être un grand succès. Vous avez ici une photographie qui vous montre la zone du Jurong dans les années 60, si je ne me trompe pas, 62, et une photographie prise en 94, et j'ai mis rajouter une flèche ici pour montrer la zone des quais des anciens hangars qui ont été enlevés, où on a mis plutôt des grilles, enfin des conteneurs, pardon, des grues pour transborder les conteneurs. Donc on a là le cœur explicatif du succès économique de Singapour, qui va capter les emplois, qui va profiter de la route maritime essentielle qu'est la route Japon-Golfe, et puis aujourd'hui Chine-Golfe, en termes de trafic pétrolier. Donc ça va être un vrai succès. Les Singapouriens vont aussi gagner du territoire en creusant beaucoup de choses en sous-sol. Vous avez ici une photographie des travaux d'une gare ferroviaire. Alors, ce n'est pas le seul pays au monde à faire ça. Vous avez par exemple Montréal qui a 32 km de zone piétonnière,
mais Singapour en a beaucoup développé aussi, en particulier en termes de canalisation d'eau également, d'après ce que j'ai lu. C'est un État autoritaire. Un exemple, lorsque les trottinettes se sont développées, il y a eu un accident, une trottinette électrique a percuté un vélo et donc le cycliste est décédé et ça crée une inquiétude importante des Singapouriens. Dans un premier temps, le gouvernement va essayer de lancer une campagne de publicité pour expliquer, inciter les conducteurs de trottinettes électriques à la prudence et finalement ça n'a pas suffi et donc des lois ont été mises en place avec des amendes de 1000 dollars en cas de non-respect de la circulation sur les routes, puisque la circulation sur route a été interdite, avec l'obligation de circuler sur des pistes cyclables avec les cyclistes, mais dans des conditions moins dangereuses. Parce qu'il y avait trop de gens qui faisaient un peu n'importe quoi. Singapour, c'est aussi une population, comme dans le monde entier, où on a tendance parfois à vouloir faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà pour ces éléments de l'État autoritaire. Un autre élément important par rapport au territoire, les autorités singapouriennes ont créé un index, l'index Singapour de la biodiversité urbaine. Donc c'est un index que j'ai regardé encore tout à l'heure, un petit peu tous les critères, qui prend en compte une trentaine de critères avec est-ce qu'on a en proportion de la ville beaucoup de parcs naturels, est-ce qu'il y a une politique de reboisement, est-ce que on végétalise les rues, est-ce qu'il y a la volonté de développer la biodiversité, est-ce qu'il y a un côté éducatif vis-à-vis des enfants pour les inciter à être plus respectueux de la nature, etc. Et donc c'est assez intéressant de voir que Singapour va être pilote de ce point de vue-là. Autre élément aussi, au niveau autosuffisance, c'est l'agriculture. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, ou l'année dernière même plutôt, de l'ESSEC, si je ne me trompe pas, ou écrit comme, désolé, vous regarderez les annales précisément, mais un sujet sur la question agricole, alimentaire et l'autosuffisance. Et de fait, se développent depuis des années dans le monde entier des fermes agricoles, des fermes urbaines, en particulier des fermes dites verticales. Ici, vous avez un exemple concret de Jack Ng, donc d'origine chinoise, qui a créé une entreprise, donc j'ai vérifié tout à l'heure, c'est une entreprise qui fonctionne très bien depuis. Vous avez un lien, donc pour ceux qui vont télécharger le diaporama, vous pourrez trouver le petit reportage de 2 minutes 30 de France 24 il y a une dizaine d'années, qui vous montre cette ferme agricole avec une économie d'eau, avec donc des bacs qui montent, qui sont bien sûr éclairés par des lumières et qui évidemment changent de position, avec de l'eau qui est contrôlée, qui est recyclée. Donc c'est des choses qu'on retrouve ailleurs dans le monde entier, en Israël, aux Pays-Bas et dans la plupart des grands pays développés. Troisième partie, on va avoir le côté intégration de l'économie de Singapour dans la mondialisation. Donc Rodolphe de Conin parle de mondialisation absolue. Bon, pour ce faire, Lee Kuan Yew fait le choix d'orienter bien sûr son pays vers la mondialisation. C'est un choix logique puisqu'il est situé sur une route maritime majeure et il veut faire de Singapour une cité globale. Donc insérer Singapour dans l'archipel mégalopolitain mondial. Vous voyez le chiffre qui est quand même parlant. De 1959 à 2004, les échanges commerciaux du pays sont multipliés par 100 et un pays peuplé de simplement 6 millions d'habitants exporte autant que le Mexique, qui a plus de 5 millions d'habitants, exporte plus que le Canada, que l'Espagne, et donc c'est le 14e exportateur mondial. En tout cas, c'était le cas en 2016. Donc c'est quand même des chiffres qui montrent bien la réussite de ce modèle extraverti de type IPE que nous avons vu l'année dernière. Donc évidemment, le choix de Lee Kuan Yew est logique, hein, c'est une situation le long d'une route maritime qui va faire de Singapour un hub, donc un carrefour en termes de circulation portuaire, aéroportuaire. Je n'ai pas mis dans mon diaporama les câbles, mais de fait, au niveau des câbles, depuis très longtemps, Singapour est aussi un hub, donc un axe clé, un moyeu, puisque c'est la traduction du terme hub.
Donc voilà le détroit de Malacca, et de fait, vous voyez, donc vous avez les chiffres ici précisément, c'est 85 navires, pardon, 85 000 navires par an. On pourrait faire le calcul par jour hein, du nombre de navires, mais donc c'est la première zone de circulation au monde en termes de navires. Donc 230 navires par jour qui arrivent dans le détroit et qui sont captés en grosse partie par Singapour, même si ces dernières années, il y a des ports concurrents quand même. Route maritime clé, autre vocabulaire, pardon, c'est une position d'interface, puisqu'effectivement, Singapour est bien entre Europe, Moyen-Orient et Asie-Pacifique, et même vers les États-Unis, évidemment, vers l'Amérique. Donc c'est une interface, donc je rappelle, définition du terme interface, c'est une zone de contact entre deux mondes. Ce modèle portuaire est un succès. Il illustre parfaitement aussi le succès de tous les ports d'Asie. Vous avez l'évolution des ports entre 1990 et 2019 sous les yeux. Vous voyez très bien qu'on assiste à d'abord un essor des ports, donc on peut parler de maritimisation de l'économie. On parle d'économie maritimisée au profit des grandes puissances. Donc Singapour reste aujourd'hui, en termes de nombre de conteneurs transbordés chaque année, Singapour est le second port mondial. Ce succès portuaire est aussi lié à un choix économique d'un État interventionniste, un État libéral et autoritaire. On est là typiquement dans donc socialisme d'État, c'est toujours les expressions utilisées par Rodolphe de Conin. C'est un mélange entre libéralisme très fort, avec par exemple les grèves ne sont pas autorisées, les syndicats sont très contrôlés, on a un droit de travail qui est très limité. Donc c'est vraiment, dans les années 50-60, des conditions de travail très libérales, mais avec un État fort, qui va créer des fonds souverains. Alors vous avez les deux noms sous les yeux, je vous laisse le noter, peut-être le temps de prendre un verre d'eau. Bon, donc voilà, vous avez noté un petit peu les deux noms de fonds souverains hein, qui montrent bien, je rappelle qu'un fonds souverain c'est un fonds d'État. Alors ce qui est intéressant, le nom de Temasek correspond à, c'est l'ancien nom de Singapour. Pardon. Alors, ne pas oublier aussi que ce succès est lié à d'autres atouts. Je vous ai ici un peu résumé tout cela. Un atout économique avec, dans les années 50-60, une main-d'œuvre qui n'est pas très chère. Une main-d'œuvre chinoise d'origine parfois rurale, donc des gens travailleurs, du riz à la puce, chaponière, hein, chose qu'on a fréquemment dit dès la première année, avec un choix de l'État d'avoir une fiscalité attractive pour les entreprises. De fait, on considère que Singapour est quasiment un paradis fiscal, hein, comparable à la Suisse pour l'Asie, avec un climat des affaires, on a vu dans l'introduction, très favorable, un très bon classement, on peut créer une entreprise très rapidement, donc tout un tas de conditions très positives au niveau économique. Au niveau démographique, donc la diaspora chinoise, alors qui est un atout économique, mais aussi démographique dans le sens où cette diaspora est active avec des réseaux financiers entre cousins, entre les gens de même famille, on s'aide financièrement, et donc c'est un point important quand même. Troisième type de facteur important, on a un pays stable politiquement, avec le même parti politique au pouvoir, sans discontinuité, depuis la création de Singapour, de l'indépendance. Et puis, un autre facteur géopolitique, celui-ci, dès les années 60, on a un soutien occidental, américain, la présence de la base britannique jusqu'en 71, puis la création d'une base américaine dans les années 2000. Mais clairement, Singapour, c'est un des lieux
soutenu par les Américains. À l'époque, ils croient à la théorie des dominos et l'extension des régimes communistes en Asie. Et donc, c'est un pays qu'ils vont soutenir. Donc voilà un petit peu la population, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez la répartition de la population, donc 3 quarts de Chinois, 13% de Malais, aussi 9% d'Indiens. Alors dans ce modèle, au départ, les zones franches vont accueillir beaucoup d'industries textiles, électroniques, avec de l'assemblage, donc c'est rechercher une compétitivité prix, mais les années 70 vont faire évoluer le modèle. Deux raisons que je vous ai notées. D'abord, le départ de la base des Britanniques qui vont libérer beaucoup d'espace vont donner l'idée aux dirigeants de créer d'autres choses, d'autres activités. Et puis, les chocs pétroliers vont impacter le pays, comme le monde entier, avec une hausse des salaires. Et là, le choix va être fait de faire évoluer le modèle vers autre chose. Et cette autre chose, c'est plutôt monter en gamme en termes de type de produit, et c'est aussi se tertiariser. C'est ce qu'on va voir. Alors, le résultat de ce modèle, c'est que Singapour est monté petit à petit dans la hiérarchie des ports mondiaux, jusqu'à effectivement atteindre le second rang. Hein. Donc ça, c'est une première chose, bien sûr. Le port est resté dynamique aujourd'hui. Ensuite, autre élément de la réussite, c'est un pays qui a reçu beaucoup d'IDE, alors américains et japonais, comme vous le voyez ici, dans cette carte, un pays attractif. Mais dans le choix des années 70, il y a donc le choix, comme je le disais, d'une diversification des activités. Essentiellement une tertiarisation, avec l'essor des produits bancaires, de l'activité bancaire, de la bourse de Singapour, mais aussi l'essor du tourisme, avec la création de parcs, on en a parlé, au sujet de la biodiversité. Autre élément, aussi une internationalisation des firmes. Le gouvernement va inciter les entreprises singapouriennes à investir elles-mêmes à l'étranger. Donc là, vous avez deux grands exemples de firmes. C'est PSA, Singapore Terminals, c'est-à-dire c'est Ports Authority, le S, je m'en souviens plus, désolé, c'est Port Singapore Authorities, pardon, qui est une entreprise de gestion de ports, qui gère, à ma connaissance, une bonne quarantaine de ports au niveau mondial. Et vous avez Singtel, dont j'ai traité plus précisément dans un instant, avec plus de précision. Singtel, donc c'est Singapour Telecom, qui est l'entreprise de téléphonie du pays. Alors voilà pour Singtel. Donc création d'une vieille entreprise créée au 19e siècle, qui appartient à l'État, et qui a aujourd'hui, c'est une capture d'écran récente, 100 millions d'abonnés. Alors plutôt en Asie, évidemment, hein, Asie-Pacifique, vous le voyez, beaucoup d'abonnés en Thaïlande, avec 50% des parts de marché, ce qui est quand même bien, de même en Indonésie. Donc on a vraiment une domination dans les pays voisins. Ce qui est typique d'un pays central, puisque l'essor économique de Singapour fait de Singapour un centre en Asie. Autre activité, autre exemple de diversification, donc le tourisme. Donc avant la crise sanitaire, le pays avait accueilli 17 millions de touristes. Donc c'est une destination qui va être favorisée par qui va permettre l'essor de l'aéroport aussi. Donc qu'on voit à travers cette carte-là. L'aéroport, 18e port de passagers au monde, 12e pour le fret. Donc c'est aussi un hub, hein, l'aéroport va devenir un hub, avec une politique commerciale intelligente. Quand vous faites un trajet Europe-Asie, que vous faites une pause à Singapour, on vous propose gratuitement une visite de la ville en 1 heure, juste pour voir quelques lieux emblématiques. Et on sait qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires en fait, qui du coup sont incités à revenir parce que le climat ou la vie leur plaît, et donc ils préfèrent ensuite revenir en restant cette fois une semaine ou quelques jours pour visiter la ville. Et en particulier, bon, il y a un des bâtiments emblématiques de Singapour, qui est un grand complexe hôtelier, qui a été créé par une entreprise américaine de Las Vegas, le Marina Bay Sands. Bâtiment emblématique, apparemment il y aurait un projet de créer un quatrième immeuble. Donc il a ouvert il y a une dizaine d'années. Je vous ai mis quelques informations, hein, donc
2500 chambres, un casino, un théâtre, une patinoire. Donc c'est vraiment un complexe tout à fait complet. Et puis surtout, bon, en bas à droite, vous avez la photographie, on a une piscine à débordement, tout en haut de l'hôtel, qui donne une vue apparemment faramineuse sur la région et qui est très prisée des touristes internationaux. Donc c'est un tourisme d'affaires, puisqu'il y a un centre de congrès évidemment dans le Marina Bay Sands, hein, donc il y a beaucoup d'hommes d'affaires, il y a beaucoup de congrès, donc c'est des villes comme Paris hein, qui sont des villes aussi de tourisme qui sont dans ce cas de figure-là, ce qu'on appelle le tourisme d'affaires en fait. Autre exemple de volonté de peser, d'attirer, donc le Grand Prix de Formule 1. Alors, il n'y en a pas eu depuis 2 ans, il y en aura un nouveau en 2022, avec la volonté de le diffuser en Europe et aux États-Unis, avec donc un circuit une compétition qui se fait de nuit. Donc tout ça fait de Singapour un pays attractif et dynamique. C'est-à-dire que c'est un pays qui est récepteur d'IDE. Donc là, c'est typiquement le cas d'un paradis fiscal. Hein. Hong Kong, Londres, enfin le Royaume-Uni sont des pays qui attirent des capitaux qui sont recyclés. On sait qu'il y a entre 10 et 20% d'IDE qui sont en fait des capitaux défiscalisés. Et puis aussi, Singapour est désormais un pays émetteur d'IDE, avec l'exemple que j'ai cité des entreprises comme Singtel, etc. Attractif aussi en termes d'étudiants, donc dans les classements internationaux, Singapour est considéré comme une des meilleures universités d'Asie. HEC a 3 campus dans l'État, donc c'est une attractivité universitaire. Donc place financière, peut-être que je suis passé peut-être un petit peu vite, effectivement, mais effectivement, c'est bien l'anneau de l'archipel mégalopolitain mondial que vous avez sous les yeux, et donc Singapour est inséré dans cet anneau-là. Bon, aussi, lieu de villégiature pour beaucoup de milliardaires ou bien de tourisme, hein, donc on a beaucoup de Chinois qui ont des résidences secondaires à Singapour. 4e point, un ancrage régional nécessaire. Sans la région, Singapour ne peut pas vivre. Nous avons déjà vu le cas de l'eau. C'est le cas au niveau alimentaire, pas d'autosuffisance également. Donc, historiquement, l'ancrage régional est important. Et je rappelle qu'il y a l'appartenance, en 1963, à la fédération malaise, hein, qui est importante. Mais avec le succès économique de Singapour, dans cette région, Singapour va devenir un centre. Et les pays périphériques vont être nommés périphéries. Alors, comment cela fonctionne-t-il? C'est qu'effectivement, les fortunes, les entreprises de Singapour vont investir en Malaisie et en Indonésie. Alors, en particulier, dans l'île de Batam, l'île indonésienne qui était relativement peu peuplée. Et par exemple, si vous apparteniez à une classe moyenne de Singapour et que vous n'aviez pas les moyens tout à fait d'appartenir à certains clubs de golf très chers de Singapour, vous pouviez faire du golf en Indonésie. Autre exemple concret aussi de situation sans périphérie dans la région, tous les produits d'occasion partent de Singapour pour aller dans Batam, et donc tous les vieux appareils électroménagers que les Chinois de Singapour ne veulent plus vont vers les pays périphériques avec des populations moins aisées qui vont acheter des produits d'occasion qui vont être recyclés, refabriqués, réparés. Singapour est surtout connu par ce qu'on appelle le triangle de Sijori. C'est un exemple que vous pouvez retenir parce que sur tout sujet sur la mondialisation géographique, vous devez localiser, donner des exemples à plusieurs niveaux d'échelle. Là, c'est un exemple de coopération interétatique entre 3 États. Donc Singapour, la Malaisie via l'État de Johor, puisque je répète une nouvelle fois, la Malaisie est une fédération, et 3e État, l'État de l'archipel de Rio,
qui est en fait une partie de l'Indonésie. Et donc, beaucoup d'économistes ont beaucoup travaillé sur cette région-là pour montrer la complémentarité entre ces trois États, avec, une fois que Singapour a vu ses salaires augmenter, le fait que en fait, les industriels singapouriens vont délocaliser vers Batam, que vous avez ici, vers l'archipel de Rio, ou bien délocaliser vers la Malaisie, délocaliser des activités industrielles. Et d'où la tertiarisation ensuite des activités de Singapour. Donc c'est un triangle assez connu, Sijori, que vous pouvez largement citer dans une copie, assez économique. Autre exemple d'ancrage régional, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de piraterie, historiquement, que toute richesse, toute activité, toute concentration de navires génère historiquement la volonté de gens de capter le personnel ou la marchandise. Et donc on a chaque année plusieurs actes de piraterie. Et Singapour a fait appel à une coopération avec le Japon, avec l'Indonésie, avec la Malaisie pour essayer de financer des douaniers, des gardes-côtes pour contrôler, pour chasser les pirates. Donc c'est un bon exemple aussi de coopération interétatique. Puisqu'effectivement, on a quand même un nombre d'actes de piraterie assez important. Vous avez, on a la carte ici, les actes de piraterie, si je ne me trompe pas, tentative d'attaque de piraterie autour de 2012, donc que vous avez ici localisé. C'est vrai que vous avez ici le plus grand archipel du monde, avec des milliers d'îles où on peut facilement se cacher. Donc les conditions sont très favorables à cette piraterie. On a de la coopération avec la police japonaise présente dans le port de Singapour. Autre exemple important d'ancrage régional, parce que nous en parlerons, l'Asie se caractérise par une intégration régionale, et Singapour a été moteur de la création de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Donc en anglais, l'acronyme c'est l'ANAS, donc en français l'ASEAN, créée en 1967. Qui devient zone de libre-échange en 2003. Donc pendant très longtemps, c'était un simple forum d'État qui avait pour objectif d'éviter une contagion de la guerre froide, une contagion des conflits liés à la guerre froide. Il y a une volonté de se protéger des impérialismes et des guérillas communistes en particulier. Le résultat, c'est qu'en termes d'échange, Singapour, en proportion, a comme clients des pays éloignés comme les États-Unis, mais aussi beaucoup de clients proches, la Chine, et puis encore plus proche de Singapour, la Malaisie. Donc on a le double ancrage de Singapour, un ancrage régional et mondial. Voyons maintenant quelle est la politique étrangère de Singapour. C'est notre volet un petit peu géopolitique de cette petite étude de cas. À Grenoble, j'avais assisté à la conférence de M. Gérard-Marie Henry, qui n'est pas un géopoliticien, mais simplement c'est quelqu'un qui a fait des recherches sur Singapour, qui a fait ce livre-là, qui était assez intéressant. J'aime bien la citation parce qu'elle est assez parlante. Il parle au sujet de la politique extérieure de Singapour d'une crevette empoisonnée. Alors pardon pour l'orthographe, parce que je m'aperçois que j'ai mis deux S à empoisonner. Donc l'idée de cette crevette empoisonnée, c'est que les dirigeants de Singapour vont développer le budget militaire pour permettre une dissuasion de ne pas attaquer Singapour. Autrement dit, l'armée de Singapour est en capacité de faire mal à toute puissance étrangère qui attaquerait le pays. Crevette empoisonnée. Donc il y a toujours une volonté de souveraineté militaire. Avec un budget qui quand même situe Singapour parmi les 25 premiers budgets mondiaux. On est à près de 11 milliards de dollars. Pour un pays de 6 millions d'habitants, c'est quand même un budget assez important, avec des armes assez modernes, matériel américain la plupart du temps, de par le fait que depuis les années 2000, a été ouvert une petite base américaine où des navires américains peuvent mouiller. Vous voyez le nombre de soldats, donc c'est pas du tout une grosse base, 122 soldats, mais simplement, bien sûr, c'est la possibilité que l'armée américaine a de pouvoir faire mouiller ses navires, faire attirer ses avions. Donc ça peut être utile en cas de conflit avec la Chine, évidemment.
Donc voilà cette base militaire. Donc son nom, c'est la base de Changi, Changi, pardon, qui de fait était la base où était située la base militaire britannique au départ, donc à l'est du pays. Vous avez une photographie qui vous montre ici quelques navires. On a quand même 5 navires. Alors peut-être tous ne sont pas américains, mais qui sont qui accostent sur le littoral singapourien. Il faut situer, bien sûr, cette volonté d'avoir une politique étrangère et militaire ambitieuse pour un État petit. Il faut situer le besoin de sécurité dans l'idée de coopérer avec les voisins. Donc la création de l'ASEAN se situe dans cet esprit-là, esprit multilatéral, pour ne pas avoir des différends avec les voisins. L'ASEAN correspond à cette volonté de discussion. Donc c'est aussi un bon exemple de multilatéralisme. Autre exemple aussi, important, lorsque Trump était au pouvoir et lorsqu'il y a eu une série de tweets entre Trump et Kim Jong-un, avec des tweets d'insultes, la rencontre qui a permis d'apaiser les tensions entre États-Unis et Corée du Nord, la rencontre a eu lieu à Singapour, bon, qui n'a strictement abouti à rien, puisque Trump s'enorgueillit de pouvoir avoir un accord avec la Corée du Nord, mais qui ne s'engage à rien, puisque pour la Corée du Nord, son programme nucléaire est une sécurité, une assurance de survie. Donc jamais, certainement, la Corée du Nord, en tout cas dans l'immédiat, ne va supprimer son programme nucléaire. Bien sûr, on a une population quand même qui est chinoise. Donc malgré tout, il y a bien l'idée d'équilibre. La Corée du Nord est un allié et le seul allié de la Chine. Donc, de fait, la politique extérieure chinoise, singapourienne, pardon, se veut aussi être un peu équilibrée entre Chine et États-Unis. Et en particulier, le pays a accueilli le second sommet du RCEP, dont on va parler tout à l'heure. Mais on voit bien, par exemple, dans les travaux de quelqu'un dont j'ai parlé en première année, Kishore Mahbubani, dans ce livre pas exceptionnel, mais qui illustre la pensée d'un Singapourien qui estime que tôt ou tard, la Chine va être la première puissance mondiale. Il explique pourquoi les États-Unis ont fait des erreurs, mais pourquoi il faut ne pas s'inquiéter. Donc c'est quelqu'un qui considère que la politique extérieure chinoise n'est pas agressive et pas belligène. Ça peut être critiquable. Bon. Alors dans cet équilibre, on le voit bien par ce petit schéma. C'est-à-dire qu'à la fois, Singapour appartient avec d'autres pays comme la Malaisie, comme le Vietnam, l'Australie, des pays qui hésitent entre Chine et États-Unis. C'est-à-dire qu'on a des pays qui sont alliés, vous savez le Japon aussi dans ce cas-là, hein, qui sont des alliés militaires, des alliés géopolitiques, avec le nouvel accord américain qui a abouti à l'échec du contrat de Naval Group avec l'Australie. Le Vietnam qui a depuis quelques années accepté que des navires mouillent dans certains de ses ports, le Japon qui est un allié, Singapour qui est un allié. Ces pays ont signé un accord, le TPP, je vous ai mis le sens de l'acronyme Trans-Pacific Partnership et la date, donc 2018, et le gigantesque RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, signé en 2020, auxquels tous ces pays que je viens de citer sont signataires. Donc de fait, les pays que vous avez ici sont géopolitiquement proches des États-Unis, mais économiquement proches de la Chine. Souvent, la Chine étant le premier client. Pour le Japon, le premier client du Japon, c'est la Chine. Mais le premier partenaire géopolitique, ce sont les États-Unis. Et donc, Singapour se situe dans cette logique-là d'équilibre. Avant de conclure, quelques mots donc sur cette idée de modèle de Singapour. C'est effectivement Lee Kuan Yew qui est dès l'origine l'initiateur de cette volonté de rendre son pays, de le voir comme un modèle. Et à l'époque, en 78, si je ne me trompe pas, Lee Kuan Yew a rencontré Deng Xiaoping. Et selon Lee Kuan Yew, Deng Xiaoping aurait dit que pour lui à ce moment-là, Deng Xiaoping en 78, donc juste au moment où il prend le pouvoir, il considère que Singapour est un modèle
à copier. Donc, Lee Kuan Yew, dans son livre de mémoire, dont vous avez quelques éléments dont on va parler maintenant, est un défenseur de l'asiatisme, ou du panasiatisme, en tout cas que l'Asie aurait des valeurs propres qui se différencient de l'Occident. Parmi ces valeurs, l'idée d'ordre, qui est typiquement liée à la religion de Confucius, le confucianisme, l'idée de l'esprit collectif qui prime sur l'individu. Donc, grand défenseur de ces valeurs-là. Du coup, ça a des implications pour la démocratie. On va le voir dans un instant. Autre élément aussi, l'idée d'être pluriculturel, d'absorber un petit peu de tout le monde avec l'apprentissage par les petits Singapouriens de l'anglais. C'est ce que Paul Kagame a fait aussi au Rwanda. Donc ça, c'est le côté économique et rendre business friendly le Singapour dès le départ. Et puis au niveau démocratique, effectivement, le pays est une démocratie formelle au niveau de sa constitution. Par contre, dans les faits, c'est une démocratie qui est très imparfaite. Parce que Lee Kuan Yew a créé le PAP, People Action Party, qui est au pouvoir sans discontinuer depuis que Singapour existe. Capture d'écran des résultats électoraux. Vous voyez que lors des premières élections parlementaires en 68, le parti a 100% des postes, des sièges parlementaires. Que dans les dernières élections 2020, on a 83 parlementaires sur 93. Mais même si les voix commencent à s'éroder, on passe de 87% à 61% des voix. Il y a une hyper-domination avec une presse qui s'auto-censure. D'après plusieurs auteurs, effectivement, il y a une autocensure des journalistes, mais la presse est contrôlée, il y a une répression, il y a des arrestations d'opposants. Donc c'est une démocratie vraiment parfaite. D'ailleurs, on le voit dans l'indice de la démocratie, Singapour est très très loin de son classement habituel en termes de budget, de puissance, de PIB, 66e rang mondial. Par contre, là où le pays est bien classé, c'est la corruption. 6e. Alors, tout à l'heure, pour continuer à améliorer le diaporama, donc j'ai vérifié le salaire du fils de Lee Kuan Yew, puisque de fait, son fils, on a parlé des dynasties la dernière fois quand on s'est quitté en cours, on a des dynasties politiques, donc le fils de Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong, Premier ministre depuis maintenant, donc 2004-2021, vous faites le calcul, 17 ans, il aurait le plus haut salaire des chefs d'État et des dirigeants politiques, puisqu'il est Premier ministre au monde, 1,6 million de dollars par an. Biden, c'est 400 000 dollars, pour vous permettre de comparer. Mais l'idée donc qui transparaît dans les mémoires, dans le livre de Lee Kuan Yew, c'est qu'il faut payer les hommes politiques comme il faut, si on ne veut pas qu'ils soient corrompus. Nous concluons avec quelques axes importants. Premier axe, synthèse historique un petit peu sur comment voir le modèle de Singapour a évolué dans le temps. Première étape, pendant 4 ans, Singapour appartient à la fédération malaise. Donc le pays profite de la volonté des dirigeants malaisiens de développer un modèle plutôt auto-centré, développer l'industrie soi-même. Mais bon, 4 ans c'est très peu, donc de fait, la première grande étape c'est effectivement jusqu'au choc pétrolier, 71-79. Là, jusqu'à cette date-là, les salaires de Singapour sont faibles, donc on a une compétitivité prix. Donc c'est un pays qui exporte de l'électronique, du textile, comme Taïwan au même moment. Mais depuis 1979, on a une orientation vers des salaires plus élevés et on l'a vu vers l'essor de la bourse, du tourisme, du tertiaire, des services qui correspondent à des emplois de cadre avec des salaires plus élevés. Donc ça c'est un premier point. Second point, pardon pour le 3, je pense que c'est une faute de frappe. Singapour est intéressant parce qu'on a des enjeux à plusieurs échelles.
on voit bien qu'on a des problématiques liées à un petit État, un micro-État qui a des problèmes de souveraineté, d'autosuffisance, mais un État qui aujourd'hui a des niveaux de salaire parmi les records du monde. Un enjeu régional qu'on a traité, qu'on a vu, avec effectivement une coopération régionale très forte, économique, essentiellement. C'est aussi une caractéristique de l'ancrage régional des coopérations régionales de la région. Il y a peu d'organisations politiques au niveau régional. Troisième échelle, l'échelle continentale. Il faut situer Singapour dans une vision plus large d'une diaspora chinoise qui peuple tout le continent asiatique. Et enfin, pour finir, avec les valeurs qui sont défendues par les Chinois, l'asiatisme. Et dernière échelle, une échelle mondiale, Singapour est un hub mondial, un port mondial, un aéroport mondial, une bourse dans une moindre mesure mondiale, mais un paradis fiscal mondial. Et donc, on a, désolé pour l'inversion du numéro, des enjeux finalement intéressants parce qu'ils sont universels, ce qui explique mon choix de faire cette étude de cas. Donc effectivement, c'est de mon exemple sur la question du développement, comment se développer. Donc le choix qui a été fait, c'est un modèle libéral extraverti, mais j'aurais dû rajouter avec un État fort, avec un État autoritaire. Se pose la question aussi de ce modèle, est-ce qu'il est compatible avec le développement durable? Donc évidemment, par rapport à des problématiques d'eau, on a vu que c'est compliqué, mais de fait, au niveau de l'eau, je vous ai expliqué aussi qu'il y a une volonté de faire des économies, et là aussi, dans les chiffres que j'ai pu regarder ce matin, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de Singapour est 3 fois plus faible que celui du Qatar. Donc c'est finalement un pays qui tente de rendre compatible croissance et développement durable. Autre enjeu universel, Singapour montre bien la problématique qui est de l'opposition entre les valeurs asiatiques et les valeurs occidentales. Donc voilà pour cette séance de ce cours sur Singapour. Je vais mettre en ligne, j'ai déjà mis un certain nombre de choses, mais donc je vais mettre en ligne sur l'onglet thèmes transversaux, parce que je considère que Singapour, j'ai essayé de le traiter justement de manière transversale, au niveau géographique, au niveau économique, au niveau politique, au niveau géopolitique. Donc je vous mettrai ça sur le menu thème transversal, avec le lien avec le TR que je suis venu distribuer hier dans votre salle, et que je vais vous mettre donc cet enregistrement sur le site dans quelques minutes, en espérant qu'il vous soit utile pour les concours. Merci, à lundi prochain.